J'ai 52 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été prudente, peut-être trop prudente. Je me suis mariée jeune, j'ai élevé 2 enfants, tenu une maison impeccable, suivi les règles. L'amour est devenu pour moi quelque chose de routinier, prévisible, sûr. Je n'ai jamais vraiment couru après la passion. Je me contentais de maintenir l'équilibre, de sourire quand il le fallait, d'écouter plus que je ne parlais, et de me répéter que la stabilité était la même chose que le bonheur. Mais aujourd'hui, je sais à quel point je me trompais. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Tout a commencé un vendredi après-midi au début du mois de juin, ce genre d'après-midi où l'air est lourd de chaleur et de souvenirs. Je venais de terminer d'arroser le jardin lorsque mon téléphone a vibré. Un message de Rachel, ma plus proche amie depuis l'université. Est-ce que ça irait si Ethan restait chez toi ce week-end? Mon père est à l'hôpital et je dois descendre à Tallahassee. Je me suis arrêtée une seconde, plissant les yeux face au soleil. Ethan, son fils, 17 ans, presque 18. Je me souvenais de lui comme du petit garçon timide qui se cachait derrière ses jambes quand il venait nous rendre visite. Mais récemment, il avait grandi, plus grand que nous deux. Sa voix était plus grave, sa posture plus celle d'un homme que d'un enfant. Bien sûr, ai-je répondu. Rachel avait tellement fait pour moi au fil des années. Accueillir son fils quelques jours était la moindre des choses. Il est arrivé quelques heures plus tard, traînant un vieux sac de sport et m'offrant un sourire poli, presque gêné. Merci de me laisser rester, Miss Garrett. Oh, voyons, ai-je dit en balayant la formalité d'un geste. Tu n'as plus de 12 ans. Appelle-moi Diane. Et il a souri, et j'ai remarqué que son regard est resté émorcé et resté posé sur mon visage une fraction de seconde de plus que prévu. J'ai essayé de ne pas y penser. Nous avons rapidement trouvé un rythme confortable. J'ai préparé des spaghettis ce soir-là, apparemment son plat préféré, et nous avons regardé un film après le dîner. Un film d'action que je n'ai pas vraiment suivi, mais lui était penché en avant tout le temps, les yeux grands ouverts, concentré, comme s'il cherchait quelque chose. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce premier soir, rien au-delà de banalité. L'école, ses projets après le lycée. Il a dit qu'il ne savait pas encore. Peut-être une école professionnelle, peut-être travailler avec son oncle dans le Colorado. Il y avait chez lui une maturité calme qui m'a surprise. Il n'était pas l'adolescent distrait et collé à son téléphone que j'imaginais. Plus tard, je lui ai apporté des serviettes pliées et je l'ai trouvé assis sur la terrasse arrière, fixant l'obscurité. Des lucioles clignotaient dans l'herbe haute et l'air bourdonnait du chant des cigales. Ça va? Ai-je demandé doucement en m'asseyant près de lui. Il a hoché la tête sans répondre tout de suite. Parfois, j'aimerais pouvoir arrêter le temps, le figer. Tu ressens ça, toi aussi? Je l'ai regardé, la courbe de sa mâchoire éclairée par la lune, la sincérité dans sa voix. Ça m'a prise au dépourvu. Erreur! Que je pouvais l'enterrer sous le silence. Mais certains secrets refusent de rester silencieux. Jason est rentré, a embrassé mon front et m'a dit qu'il m'avait manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir sur du verre brisé. Chaque mot, chaque geste était une comédie. Et pourtant, Noah persistait dans mes pensées. Sa voix, son regard, le souvenir de la façon dont mon prénom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont fondus en semaines. J'ai essayé de prendre mes distances, de reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses continuaient de les faire tomber. Un message inattendu, un bonjour échangé, la façon dont nos regards se retrouvaient dans une pièce bondée. À chaque fois, ma détermination s'effritait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, tandis que Jason dormait à mes côtés, je revivais des moments que je n'aurais pas dû me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a proposé que nous partions un week-end. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, les yeux pleins de bonté, sans se douter de rien. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos en moi. Ce voyage a été à la fois une grâce et une punition.
Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment, un homme qui m'aimait sans condition, qui avait bâti tout son monde autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, me prendre la main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un amour pareil. L'espace d'un instant fugace, j'ai cru pouvoir revenir pleinement vers lui, que la tempête en moi pourrait se dissiper en calme. Mais quand nous sommes rentrés, Noah était là. Un seul regard, et chaque fragile parcelle de contrôle que j'avais construite s'est effondrée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité silencieuse de l'amour de Jason et l'attrait sauvage et dévorant du toucher de Noah ne pouvaient pas coexister. L'un détruirait l'autre, et tous deux me détruisaient lentement. Aujourd'hui, chaque matin pèse plus lourd. Le sourire de Jason porte une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah ressemble à une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Une tension constante entre la culpabilité et le désir, la sécurité et l'élan. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que la vérité éclatera et réduira tout en miettes. Peut-être que je la porterai en silence jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brut et effrayant, mais réel. Et parfois, les choses qui nous ruinent sont les mêmes que celles qui nous rappellent que nous sommes encore en vie. Commencer à comprendre que quelque chose se réveillait en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose qui m'effrayait autant que ça m'exaltait. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, ni à quel point cela me changerait. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore franchi la cime des arbres. La maison était silencieuse. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café, regardant la lumière douce se répandre sur la pelouse. Je me répétais que j'étais juste fatiguée, que toutes ces sensations étranges n'étaient que des absurdités passagères. Mais quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier, pieds nus sur le parquet, lent et lourd, quelque chose a battu dans ma poitrine. C'était ridicule. J'avais 52 ans. Il sortait à peine du lycée. Je n'avais aucune raison de ressentir ça. Et pourtant, lorsqu'il est entré dans la cuisine, les cheveux en bataille et les yeux encore endormis, quelque chose dans cette vision m'a fait sourire malgré moi. Bonjour, a-t-il dit en se frottant la nuque. Tu es debout tôt. L'air portait encore cette odeur humide et terreuse. Je me tenais pieds nus sur le porche, café à la main, regardant la brume se lever du jardin. Tout semblait trop silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Ethan n'était pas encore descendu, et je ne savais pas si j'étais soulagée ou déçue. Le souvenir de sa main sur la mienne persistait. Je l'avais revécu des dizaines de fois pendant la nuit, me disant à chaque fois que ça ne signifiait rien, jusqu'à ce que ça commence à signifier quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'ai entendu ses pas à nouveau. Il m'a rejointe sur le porche, s'étirant, son t-shirt froissé et humide, au col. Il avait l'air plus âgé que quelques jours auparavant. Ou peut-être que je le voyais simplement différemment. « Bonjour », a-t-il murmuré. « Salut !» Nous sommes restés silencieux un moment. Les oiseaux étaient revenus après l'orage, chantant dans les arbres comme si rien ne s'était passé. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hésité. « Je ne sais pas. » Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait quelque chose que je n'avais pas exprimé, même si rien n'avait été dit. Nous n'avions pas franchi de ligne extérieurement, mais intérieurement, quelque chose avait déjà basculé. Quand il me regardait, je me sentais redevenir une version de moi-même que j'avais presque oubliée. Pas parfaite, pas épuisée, juste vivante. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus effrayée. Scène 8. L'espace entre deux vies. Après cette nuit-là, le silence avait une nouvelle signification. Chaque regard avait du poids. Chaque mot restait suspendu un peu trop longtemps. J'ai commencé à m'habiller avec plus d'intention, des détails subtils, une touche de couleur, un bijou que je n'avais pas porté depuis des années. Je me disais que c'était pour moi, mais au fond, je savais très bien qui je voulais voir remarquer. Ethan, bien sûr, a remarqué, mais pas de la manière que j'espérais.
Tu sembles distraite ces derniers temps, a-t-il dit un soir d'un ton léger, mais avec un regard attentif. Quelque chose au travail? J'ai souri trop vite. Un gros projet, ai-je répondu. Il a hoché la tête, confiant, et cette confiance aveugle m'a fait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture, sur l'allée, longtemps après être rentrée. La lumière du salon brillait doucement à travers la fenêtre. Une image parfaite de paix domestique. À l'intérieur de cette maison se trouvait tout ce que j'étais censée vouloir. Et pourtant, assise là dans l'obscurité silencieuse, je me sentais étrangère à ma propre vie. Scène 9, la pluie qui a brisé le silence. Une semaine plus tard, la pluie est revenue. Une de ces pluies de Seattle qui semble interminable, douce, régulière, rythmée, le genre de pluie qui rend tout plus lourd et plus intime. Il était tard lorsque Lucas m'a proposé de me raccompagner. Allez, tu vas être trempé, a-t-il dit avec légèreté. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le trajet s'est fait dans le calme. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un mouvement lent et hypnotique. Nous parlions de travail, de musique, de rien d'important. Mais sous chaque mot, il y avait le murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit. Quand il s'est arrêté devant ma maison, je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Pendant un moment, tout ce que j'entendais, c'était de la pluie contre la vitre. Puis il a dit doucement, « Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. » Quelque chose en moi s'est fissuré. Je voulais dire « ça va », mais les mots ne venaient pas. À la place, je me suis tournée vers lui, et dans cet instant fragile, tout a changé. Le baiser n'était ni sauvage ni calculé. Il était silencieux, douloureux, humain. Et quand il s'est terminé, il n'y a eu ni victoire ni soulagement, seulement le poids lourd et tranchant de savoir que quelque chose d'irréversible venait de se produire.